Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Oh là là, mais que le temps passe vite. Nous sommes samedi 10 mai déjà. Oh là là, 10 mai, Jean-Luc Moreau, 10 mai. 10 mai, et alors Mais. Comment ça va l'ami Jean-Luc? Ça va bien. Bonjour Dame Laurence et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui ont déjà raccroché avec cette blague à 2 francs. Oui, qu'est-ce qu'on a dit même. On a dit qu'on n'allait pas changer quoi que ce soit. Mais fais ce qu'il te plaît. Oui, okay, exactement. Allez, tiens, il me plaît de parler de l'émission d'aujourd'hui avec une particularité parce qu'on est le 10 mai. Dallas, ton univers impitoyable. Chantez bien, JR. Et pourquoi? C'est JL, c'est pas JR. Ouais, parce qu'on reprend notre feuilleton qui dure depuis 4 ans sur cette radio. Les ralentisseurs illégaux. Vous allez me dire, ils en sont encore là? Bah oui, parce qu'il y a du nouveau. Les ralentisseurs illégaux, le Conseil d'État a dit, ils sont illégaux, mais on change rien. Bon, j'ai peut-être arrêté de payer mes impôts, c'est illégal, mais je continuerai comme ça. Voilà. C'est fou, mais d'ailleurs, on en parlera en détail, mais on marche sur la tête avec ces ralentisseurs. Nous allons également essayer une très jolie Alfa Romeo, là. L'Alfa Romeo Junior Ibrida. Voilà. Hybrida ou hybridé? Oui. Alors, Ibrida en italien et hybride pour tous ceux qui ne comprennent pas. Voilà. Une jolie voiture, un petit SUV compact qui est plein de qualités et plein de défauts également, mais c'est une italienne. Et nous allons aussi donner la parole aujourd'hui à la Fédération nationale des artisans, la FNA, et on va parler pour une meilleure réparabilité et durabilité des véhicules. Oui, parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, pour faire des économies, les constructeurs font des grandes pièces. Si ça continue, ils vont vous faire la voiture en une seule pièce. Le problème, c'est quand vous avez un petit carton, on en a parlé, quand on a parlé des projecteurs. Aujourd'hui, vous devez remplacer un phare. Vous vous souvenez du prix là, pour la Bugatti? 30 000 euros le phare. Non, c'était plus cher que ça. Donc, 180 000 euros. Non, 120 000 euros. C'était 240 000 les 2 phares. Donc, quand vous devez remplacer une pièce, vous devez remplacer un ensemble de pièces qui autrefois pouvaient s'acheter au détail et c'est plus le cas aujourd'hui. Donc, ça coûte très cher à réparer, ça nous coûte très cher à nous, ça coûte très cher aux assurances et il y a aussi de l'obsolescence programmée en matière d'automobile. On va parler de tout ça. Oh là là, et normalement, on n'a plus le droit à l'obsolescence programmée. Nous allons parler pneus, mais pas particulièrement des pneus, on va parler de rééquilibrage. On va parler, l'équilibre, c'est essentiel dans la vie. Alors, on avait commencé à en parler un petit peu et puis comme là, les gens vont... alors, ils sont rentrés de leur chassé-croisé des ponts, des viaducs de mai, mais ils vont repartir bientôt. Donc l'équilibrage, c'est important. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis c'est important pour tous ceux qui font de la grande route toute la semaine, parce qu'il n'y a pas que les vacances qui font qu'on part ou les week-ends. Nous allons aussi vous donner la parole au 0826 300 300, puisque vous savez que vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous écrire jeparticipe@sudradio.fr pour en mettant on parle auto dans votre objet avec toutes vos coordonnées, y compris le téléphone. Et nous allons nous arrêter du côté de Cassis. Oui, on ira du côté de Cassis, on ira aux 2 chevaux Méhari Club de Cassis. Alors c'est pas pour parler du 2 chevaux Méhari Club parce que il y a quand même en partenariat avec l'Amicale du patrimoine automobile de la Côte Bleue et la ville de Cassis et la ville de Cassis un événement. Alors, on dit Cassis, je crois. On dit pas Cassis. On dit à part Cassis, c'est quand tu passes sur un Dodan. Tu vois? Voilà. Moi je pensais plutôt au Dodan. On parlera d'un événement qui est devenu incontournable. Il y aura d'ailleurs quelqu'un qu'on connaît, le fameux François A sera présent là-bas. Il y a un concours d'élégance qui est organisé. Alors quand je dis incontournable, je ne parle pas du tour de taille de François, je parle de l'événement, qu'on soit bien d'accord. Et en plus, c'est un événement caritatif, donc on vous expliquera tout ça tout à l'heure, vous allez voir, c'est très sympa. Et puis on conclura notre émission avec le DAB+. Savez-vous que vous pouvez écouter la radio, et surtout Sud Radio, qui est la radio de l'automobile, autrement que sur la bande FM de papa et maman? Oui, exactement, c'est ce qui permet d'ailleurs à Sud Radio d'étendre son réseau. On verra tout à l'heure. On aura un de nos grands patrons avec nous pour nous expliquer que Sud Radio, vous pouvez le capter pratiquement partout en France. Alors ça s'appelle Sud Radio, mais moi j'ai mon nouveau slogan depuis un petit moment déjà. Je dis Sud Radio pour tous les Français au sud de Dunkerque. Voilà. Et ça c'est grâce en partie au DAB+. Donc vous pouvez pratiquement nous capter partout. Très bien, bien monsieur. Allez, c'est parti. Vous nous entendez, vous nous écrivez, vous nous retrouvez aussi sur la page Facebook de Sud Radio, où vous êtes déjà nombreux. Bonjour à Stéphane, qui est déjà l'un des premiers à être avec nous. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com.
Et il est de nouveau avec nous, Thierry Modolo, fondateur de l'association pour une mobilité sereine et durable. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurent. On aimerait bien ne plus vous avoir dans l'émission. mais que pour les bonnes nouvelles. Oui, mais une bonne fois pour toutes, pour la destruction de tous ces ralentisseurs illégaux. Moi je vous aime bien Thierry, c'est que lui qui vous aime pas, il est jaloux. Mais si je l'aime bien. Alors, pour faire court, on est d'accord, bon, feuilleton à rebondissement, et là le Conseil d'État a dit ouais, c'est illégal, les 400, alors entre 400 et 450 000 ralentisseurs en France. On avait fait une émission d'ailleurs. On va dire 90% d'illégaux pour être à peu près honnête. Ils ont dit oui, effectivement, ça ne va pas, mais on laisse tout comme ça. J'ai bien résumé ? Oui, c'est parfait. Bon, au revoir Thierry. Non, on va remettre les choses en place pour tous ceux qui n'avaient pas écouté les émissions précédentes, et en l'occurrence la dernière où on avait annoncé que le Conseil d'État annonçait que c'était prononcé en faveur de l'inégalité, et donc on attendait tous à ce que l'on puisse écrire à nos villes, à nos départements, en disant ça c'est illégal, enlevez-le, ça c'est illégal, enlevez-le, sinon amende. Et en fait c'est pas le cas, Thierry. Non, absolument. Alors en fait, il va falloir donc prendre un peu de recul et puis de la patience, puisqu'il va falloir faire des opérations ponctuelles pour chaque cas de figure. Donc en fait, le Conseil d'État, en rejetant notre dernière requête, a validé définitivement l'arrêt de la Cour d'appel de Marseille du 30 avril 2024, c'est-à-dire il y a un an, en fixant définitivement le fait que tout ralentisseur, quel que soit le nom qu'on lui donne, alors il y en a plusieurs, il y a coussin berlinois, coussin lyonnais, plateau ralentisseur, plateau surélevé, plateau traversant, j'en passe et les meilleurs, tous sans exception doivent être implantés conformément au décret, et plus se fier du tout même au guide du CEREMA, qui s'appelait avant le guide du CERTU, et qui servait aux élus à contourner la loi de manière très importante, puisqu'aujourd'hui, si on se retrouve avec 450 000 ralentisseurs illégaux en France, c'est essentiellement à cause de ça. D'accord. Donc en fait, la loi vous donne quelque part raison dans votre bataille contre ces ralentisseurs qui ne respectent pas les règles, et malgré ça, on décide de rien changer, et en l'occurrence de pas détruire ces fameux ralentisseurs. Bon, on peut comprendre en même temps la décision du Conseil d'État, parce que ça a coûté déjà très cher de les mettre en place, ça coûterait encore très cher de les détruire, donc je comprends leur hésitation. Alors oui et non. Oui, parce que effectivement, ça a coûté 10 milliards d'euros depuis 2012 pour les mettre en place. Ça coûterait à peu près 5 à 7 milliards d'euros au bas mot pour les enlever. Oui, mais enfin, on a les moyens en ce moment, donc on peut y aller. Hein. Oui, exactement. Donc, depuis quelques jours, le président des maires de France va de média en média pour dire s'il vous plaît, messieurs du gouvernement, donnez-moi de l'argent pour nos communes, parce que nous n'avons plus de quoi payer l'entretien des routes. Et vous n'avez pas non plus de quoi payer votre téléphone, Thierry, parce qu'on vous entend très mal. En fait, on a l'impression qu'on vous perd et que vous vous reculez du téléphone ou pas. Donc c'est possible de rester bien collé. Ah, c'est bizarre. Oui. Je suis collé. Et donc, tout ça pour dire que ils n'ont pas de sous, ils se plaignent de ne pas avoir de sous, et ils ont dépensé de l'argent pour faire des trucs aujourd'hui qu'on aura envie de démonter, qu'on a envie de détruire. Alors exactement, sauf que ce que le Conseil d'État n'a pas pris en compte, c'est le fait que les entreprises de travaux publics ont un devoir de conseil et une obligation de refus, donc 2 obligations réglementaires avant d'effectuer des travaux, et que ces entreprises ont fermé les yeux là-dessus, et que c'est à elles de payer la destruction et la remise en état de la voirie, puisqu'en détruisant le ralentisseur, bien entendu, on endommage toujours un peu la route, et donc il faut raser le ralentisseur et refaire la route propre, et c'est aux entreprises de travaux publics qui se sont gavées de payer. Oui, alors... Thierry, je vais résumer, vous allez me dire si j'ai raison. Moi, si j'estime que près de chez moi, il y a un ralentisseur qui est vraiment illégal, c'est-à-dire qui respecte, on va dire, aucune règle, qui est j'en ai 4 à Bièvre, qui est sur une route à 50, j'en connais, qui est sur un passage de transport en commun, enfin, etc. Admettons qu'il cumule tout ça. Vous savez que Verrières le Buisson, où j'habite, c'est 100 ralentisseurs. La ville aux 100 ralentisseurs. Bon. C'est une petite commune. Admettons qu'il y ait ça près de chez moi. J'ai abîmé ma voiture à cause de ces ralentisseurs. J'intente une action contre le maire qui est responsable. Ça veut dire que le maire peut se tourner vers la société
a installé les ralentisseurs, non seulement pour les faire démonter, mais c'est lui qui devra m'indemniser, c'est cette société qui devra m'indemniser aussi si j'ai eu un accident? Alors non, l'indemnisation viendra obligatoirement de la commune. Par contre, la commune va pouvoir se retourner effectivement contre l'entreprise de travaux publics qui a réalisé à tort l'infrastructure pour se faire indemniser, c'est-à-dire faire détruire au fait de l'entreprise le ralentisseur. Et normalement, l'entreprise devrait aussi rembourser la facture de base puisqu'elle n'aurait pas dû facturer des travaux, puisque les travaux n'auraient pas dû être faits. Non mais Thierry, excusez-moi, je ne vais pas être d'accord avec vous sur ce coup-là. J'ai ma petite entreprise, je reçois un bon de commande de la mairie ou un bon de commande de toute autre chose. C'est pas moi qui ai inventé d'aller poser ces ralentisseurs à tel endroit. Comprenez bien ce que je dis, c'est que les sociétés qui l'ont fait, ou alors je ne suis pas au courant et je m'en excuse, mais elles n'ont pas posé leurs ralentisseurs illégaux sans une commande de la mairie ou de la commune ou du département. Et moi là j'ai un souci quoi. Alors, jusque-là, nous sommes d'accord. Vous recevez un bon de commande. Par contre, vous êtes considéré comme une professionnelle et donc comme une personne, ce qu'on appelle un sachant. Vous avez deux obligations réglementaires. La première, c'est le devoir de conseil, c'est-à-dire que vous devez dire, vous devez d'abord regarder si ce qu'on vous demande de faire est légal, le dire éventuellement à la commune en disant « Monsieur le maire, ce que vous me demandez d'implanter à cet endroit-là, c'est interdit ». Et le deuxième volet réglementaire, c'est je refuse de vous l'implanter parce que vous n'avez pas le droit, même en tant qu'entreprise qui reçoit un bon de commande, de réaliser une infrastructure routière si vous savez à l'avance qu'elle est illégale. Oui. Ça veut dire que, bon, clairement aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être du cas par cas sur les 400 000? Non, cas par cas, c'est la paire. Alors, ça va être du cas par cas, effectivement. Aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de procédures dans les tuyaux. On a même des blessés très très graves aujourd'hui et de plus en plus depuis l'été dernier, c'est à peu près deux par mois qui viennent vers l'association. Et donc, on compte sur ces points-là pour faire réfléchir les maires et qu'ils commencent déjà à prendre les devants, comme ça a été le cas dans le Var, par exemple, où vous avez des communes comme Soliès-Pont, comme Carqueiranne, qui ont commencé à enlever les ralentisseurs et où tout se passe très bien. Il n'y a pas plus d'accidents qu'avant et je pense qu'il y en aura même moins puisqu'il y aura des infrastructures dangereuses sur la voie qui auront disparu. Oui. Alors pour finir sur une note optimiste, est-ce que au moins c'est un arrêt, le Conseil d'État, c'est quoi? C'est l'avis du Conseil d'État? Alors c'est une non-décision, D'accord. Donc ça, est-ce que au moins ça permettra de stopper la prolifération des ralentisseurs? Alors en théorie oui. À partir de maintenant, les élus savent qu'ils engagent leur responsabilité pénale avec circonstances aggravantes, en cas d'accident bien entendu, s'ils continuent à installer des ralentisseurs qui ne respectent pas à la virgule près le décret. Bon, d'accord. Très bien. Bah écoutez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, moi. Ouais. La mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, on ne peut pas se retourner et que pour l'instant, les villes n'ont pas les moyens de les enlever. Et la bonne nouvelle, Thierry Modelot, c'est qu'on va vous retrouver parce que le feuilleton n'est donc pas terminé. J'ai l'impression que c'est Thierry qui alimente tout ça. Pas terminé. Non, on vous retrouvera très très régulièrement. N'hésitez pas, vous savez que le micro est grand ouvert pour vous sur Sud Radio. On parle vrai ici, y compris quand on parle auto et quand on parle de ces fameux ralentisseurs. Plus de 400 000 ralentisseurs reconnus comme étant illégaux en France. À suivre, eh bien vous, au 0826 300 300, puisque nous allons avoir le plaisir de vous retrouver pour une question. C'est Marc qui nous attend au standard. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et nous allons vous donner la parole 0826 300 300. Vous le savez, vous nous écrivez. Je participe @sudradio.fr en mettant on parle auto dans l'objet de votre mail et toutes vos coordonnées, y compris votre numéro de téléphone. Et c'est avec son téléphone d'ailleurs que Marc nous a rejoint. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Laurence. Bonjour cher Jean-Luc. Comment ça va? Bien. Bah oui, bien, et vous? Très bien. Avec ce beau temps en région parisienne, c'est du bonheur. Bah oui. Alors, non, mais il est très taquin parce qu'en fait, il roule en PureTech, c'est pour ça. C'est pour ça, parce qu'il faisait quand même meilleur le week-end juste avant le 2 mai. Hein. Et il y a une info essentielle dans ce que je viens de dire, il roule en PureTech. Encore? Ouais, non, ça veut dire... mais c'est que ça va. Oui, bah, c'est ça, c'est qu'il n'est pas en panne. Alors, racontez-nous. Exactement. Je suis l'exception. Mais c'est parce que j'ai pas encore beaucoup de kilomètres, c'est pour ça. Vous et êtes à combien? Je vous appelle justement pour deux questions. 30 000. Je suis à 30 000 kilomètres en 5 ans. Oui, c'est normal. C'est à partir de 50 000 que ça va commencer. Vous êtes à la moitié. Exactement. Quelques années encore de tranquillité.
C'est dommage parce qu'on était très contents du berlingot en question. Mais bon, voilà, pour le coup. Mais de ce fait-là, comme je vous écoute religieusement, j'avais, il y a peut-être quelques mois de ça, c'était l'an dernier, suivi votre recommandation de passer au kit bioéthanol Biomotors pour essayer de sécuriser ça et essayer de garder notre berlingot le maximum possible. Parce que à part ça, sinon, on est très content de ce véhicule. Il est très pratique, même si je sais que vous adorez les Ludospace. Vous aussi de votre côté, Jean-Luc. Non, mais alors, pour le côté pratique, je trouve ça très bien. C'est vrai. Pour le côté pratique, je trouve ça très bien. Maintenant, après, c'est un peu comme des charentaises, on est bien dedans, mais on a l'air un peu bête quand on sort avec. Hein. Voilà, c'est le seul truc. Mais c'est vrai que c'est pratique. J'assume les charentaises, mais c'est parfait. Et donc, en fait, j'ai deux questions qui se posent à moi, parce que j'ai pas eu la réponse, en fait. Clairement, que ce soit de la concession où je vais entretenir mon véhicule, là où je l'ai acheté depuis 5 ans, et de Biomotors, qui m'a répondu à cette question-là, c'est que là, donc, ça fait bientôt 1 an que j'ai installé le kit bioéthanol, donc il marche, alors, c'est un kit, qui a marché globalement bien, à part un souci. C'est un kit Biomotors R. Le Bioflex R, donc le tout dernier. Voilà, c'est ça. Et on précise bien pour tous ceux qui nous écoutent, parce que avec le Bioflex R, même le PureTech marche bien. Oui. Voilà. Et vous pouvez même diminuer les risques de panne sur le PureTech avec ce système-là. Comme parce quoi, que bon, il injecte. Il injecte dans l'admission. Voilà. Il y a un seul injecteur dans l'admission, ça simplifie et jusque-là, ça marche bien. Alors, ça marche très bien, à part un souci qui est le seul truc pour lequel je suis un peu dégoûté du SAV du Biomotors, c'est qu'en fait, à la station, c'est très bien passé avec le poseur qui faisait ça à domicile en plus. D'accord. J'ai très bien roulé les jours qu'on suivit, et puis tout d'un coup, je l'ai laissé 2 semaines sans rouler parce que ça n'allait pas nos voitures principales. On est infirmiers libéraux, ma femme et moi, donc on a des voitures électriques au quotidien qu'on utilise majoritairement. Et en fait, en reprenant la voiture 2 semaines après, quand je le fais, dès que je fais des gros trajets, et qu'on part à 5 avec les chiens, et en fait, elle démarrait pas la voiture avec tout un tas d'alarmes inquiétantes du style alarme moteur, alarme système hydraulique de freinage, tout un tas de voyants qui, au final, a priori de ce que j'en ai compris, c'était juste en fait la batterie de mon véhicule qui faisait défaut, malgré le fait que je l'entretiens régulièrement avec un kit CTEC là. Ouais. Et donc mais elle a quel âge là, 2020. Elle a l'âge du véhicule, elle a 5 ans. Ah ouais, bon une batterie, vous voyez, 5 ans, hein, ça tient à peu près ça. Hein. Ah voilà, pour le coup, je l'ai rechargé et je fais attention à la recharger un peu plus souvent que d'habitude, à peu près tous les mois. Et donc c'est pas un souci. En fait, avant je le faisais tous les 6 mois. Mais, non mais vous me dites, vous écoutez religieusement, mais vous écoutez pas tout. Ouais. Vous devriez faire des fiches, noter. Vous voyez. D'autant qu'on a par rapport à ça aussi. Allez-y. En fait, les 2 questions que je me posais, c'est ça. C'est alors la première, c'est pour la révision du véhicule. J'avais compris qu'il fallait quand même essayer de continuer d'aller chez Citroën par rapport aux nouvelles recommandations d'entretien. Oui. Mais si je le fais chez Citroën, et ça j'ai pas eu la réponse sincèrement, est-ce qu'après il vaut mieux que je repasse dans un garage agréé bioéthanol pour qu'ils vérifient qu'ils n'ont pas touché à la cartographie, ou c'est pas nécessaire? Alors, c'est pas nécessaire parce que en fait, le Bioflex R, on va reprendre le truc, il modifie pas d'habitude ce qui se passe. Les boîtiers, ils se branchent à la place de la carto d'origine pour rajouter du temps d'injection pour compenser la plus faible valeur énergétique de l'éthanol. Là, cette valeur énergétique qui monte, vous avez un injecteur supplémentaire, donc il passe pas par les injecteurs traditionnels, qui va vous injecter le carburant en amont des soupapes. C'est pour ça que Laurence disait ça nettoie. Et donc normalement il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer à aller chez Citroën. Ils vous feront d'ailleurs la vidange sans doute avec la nouvelle huile si elle n'a pas déjà été faite. La nouvelle huile qui permet de préserver le fameux moteur à litre 2. D'augmenter la longévité de la courroie de distribution qui pose un problème sur cette voiture. Mais est-ce que je peux poser une question, Marc, parce que j'ai mal écouté et ça peut m'arriver, ou j'ai pas compris et ça aussi ça peut m'arriver. Vous disiez qu'il y avait eu après 2 semaines, vous n'avez pas pu démarrer, mais c'est pas qu'une histoire. Tout ce qui s'est allumé, c'est pas qu'une histoire de batterie. A priori, on s'est réglé le problème de la batterie. C'est que ça. Tous les voyants moteurs ont disparu. Vous savez quoi, je connais quelqu'un, il s'appelle, il est assis sur mon siège d'ailleurs en ce moment, qui il n'y a pas longtemps est tombé en panne avec une de ses voitures en se disant c'est quoi? Alors j'ai tout démonté de partout quand même pour chercher ce que ça pouvait être. Et puis j'ai un copain qui est venu et qui me dit c'est ta batterie qui est morte. J'avais même pas pensé à vérifier la tension en bord de la batterie. J'étais à 4 volts. Alors vous imaginez bien, la batterie est morte d'un coup. Et ça faisait allumer tous les voyants sur le tableau de bord. Alors non, sauf la batterie. Sauf la batterie. Voilà. Et en fait, c'était
la voiture a démarré, elle a calé, j'ai voulu la redémarrer, elle voulait plus rien savoir. Donc j'ai pas du tout pensé à la batterie. Pour moi, c'était le dernier truc, puisqu'elle venait de démarrer. Faut demander, j'ai un ami qui s'appelle Jean-Luc M, et il faut pas hésiter à l'appeler 0826 335. C'était son dernier soupir à la batterie. Non, mais et elle s'est mise en court-circuit derrière. Oui. Avant, cette batterie, je l'entretenais avec mon chargeur CTEC tous les 6 mois, à peu près. Oui, non, tous les mois. Oh là là, tous les mois. Non, je faisais tous les 6 mois avant. Oui, mais maintenant, tous les mois. D'accord. Ouais. Et Par alors, contre, la question qui me reste, c'est, comme c'est une batterie AGM qui fait stop-start, est-ce que j'ai pas su comprendre ce que vous avez dit dans cette émission? Alors, voilà. Est-ce que je peux faire un conditionnement ou pas? Non. Reconditionnement. Attendez, ça veut dire quoi tout ça là? Vous me parlez chinois là. Il a une batterie AGM, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du liquide dans sa batterie, il a un électrolyte solide, c'est un gel. Okay. Voilà. Ces batteries-là sont utilisées la plupart du temps sur les véhicules qui ont des stop and start. Comme la mienne. Donc, qui démarrent, voilà. Le chargeur a une position, toutes les marques pratiquement, une position spécifique où il y a écrit AGM. Donc je mets le chargeur sur la position AGM. En fait, j'augmente légèrement la tension de charge, je passe à 14,7 volts, ça c'est pour le côté technique, pour la charge. Mais par contre, ces batteries-là, il n'y a pas besoin, surtout, vous ne faites pas du reconditionnement. Pourquoi? Parce que le reconditionnement, c'est pour remélanger le liquide. D'accord, donc il n'y a pas de liquide, il y a 2 ans, je l'ai fait, je me suis trompé en fait. D'accord, voilà, donc il ne faut pas le faire. Il y a 2 ans, j'ai mis sur le conditionnement. Ah bah ça a dû lui mettre une petite claque. Ouais, ça lui a dû lui mettre une claque. Moi je suis même j'ai une batterie comme ça a priori, mais j'ai enlevé le stop and start parce qu'en région parisienne, enfin en grande métropole, c'est une galère totale, donc je l'ai complètement enlevé. Oui, ça abîme en plus le démarreur. Alors, voilà, donc vous... Il y a des démarreurs renforcés, mais il peut à chaque fois, vous imaginez, s'arrêter, redémarrer. Je fais une autre parenthèse, c'est une émission de parenthèse. Non, mais c'est une émission d'utilité publique. Ceux qui ont des hybrides full hybride, ils n'ont pas ce problème-là parce qu'il n'y a pas de démarreur. C'est le moteur électrique qui sert à entraîner le moteur thermique pour le démarrer. D'accord. Mais on a une vraie émission d'utilité publique quand même. Moi, j'avoue que on va être remboursé par la Sécu, ça continue. Je ne sais pas, mais la sécurité routière ou la sécurité sociale? Ou la sécurité routière. Merci Marc, merci d'avoir été avec nous et surtout juste pour avoir bien compris. Je peux continuer à le faire tous les mois ou au contraire ça abîme la batterie? Non, il faut le faire tous les mois. Par contre, pas de reconditionnement avec une batterie AGM. Super. On met sur AGM. On met le chargeur sur AGM et on laisse faire. Exactement. Sur AGM, et on laisse faire. C'est cool. On vous embrasse, Marc. Profitez bien de votre week-end du 10 mai. Et puis, nous, on continue bien sûr à En Parle Auto. Et dans quelques instants, on va prendre une hybride. La Junior hybride, c'est la Alfa Romeo Junior Hybrida. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, On Parle Auto. Et on prend le volant. Et ce volant que vous retrouvez intégralement sur la page YouTube de Sud Radio. Vous êtes plus d'1 million à être abonnés, ça nous fait vraiment plaisir. Et dont quelques extraits vont être livrés aujourd'hui sur la page Facebook de Sud Radio. Alors on va prendre le volant d'une Alfa Romeo. D'une Alfa Romeo Junior Hybrida. Je vous le dis, alors ceux qui me disent il a un accent ridicule, vous avez raison. Bon, le Junior, comme son nom le laisse penser, c'est le petit SUV d'Alfa Romeo. Alors c'est un patronyme qui était autrefois utilisé par Alfa Romeo sur la Giulia GT Junior de 1966. Bon, c'est une preuve que la marque italienne est fière de son riche passé. Moi, je trouve que c'est vraiment bien. La nouveauté, c'est que pour 2025, la version hybride du Junior hérite d'une finition spéciale qui est baptisée Intensa. Bon, Intensa, vous parlez pas italien, voilà, c'est intense. Bon, rien ne change côté dimension, la longueur est toujours de 4,17 m, ce qui en fait un véhicule compact. En revanche, le caractère est encore renforcé par cette nouvelle finition. Alors, elle est disponible simplement en 2 coloris, cette finition. Il y a du noir. Rouge et noir. Et c'est exactement ça. Voilà. Il y a du noir ou, comme ici, il y a du rouge. Cette teinte fait d'ailleurs ressortir la calandre dont l'ouverture symbolise. Attendez. Asseyez-vous, ça fait mal, rien que de le dire. Le logo Alfa Romeo, vous savez ce que c'est le logo Alfa Romeo à l'avant ? C'est un serpent qui mange un enfant. Voilà. Exactement. Bon, alors vous avez aussi des jantes spécifiques de 18 pouces qui équipent cette finition, des passages de roues qui sont noirs, des bas de caisse qui sont noirs. Ça allège visuellement la ligne de l'auto au global. Elle est plutôt jolie. Par contre, elle a un coffre qui est pas gigantesque, qui est dans la moyenne de la catégorie, 415 litres de contenance, mais un haillon motorisé. C'est moins vaste en revanche aux places arrière, avec un espace aux jambes qui est compté, puis un tunnel central proéminent, mais on se console
avec la sellerie qui est proposée en série sur cette édition spéciale. Elle combine de l'Alcantara avec du simili-cuir et des surpiqûres Havane. C'est chic. Les sièges avant ont même droit à un logo Alfa Romeo qui mange toujours l'enfant, le serpent, brodé sur les appuis-têtes. Des sièges à réglage électrique avec des fonctions massantes. Je vous ai dit, c'est une version haut de gamme. C'est bien du vrai cuir et de l'Alcantara sur le volant, un cocktail qui est très agréable au toucher. On a envie de tenir ce volant, même pour faire dodo. Agréable, ça s'applique aussi à la présentation des compteurs, une dalle numérique certes, mais avec des graphismes ronds qui rappellent les modèles du passé. Le seul hic en termes de présentation, ce sont les plastiques rigides des contreportes, pas du tout à la hauteur du standing revendiqué par la voiture. Le reste ne manque pas d'allure, qu'il s'agisse du design de la planche de bord ou des matériaux qui la composent. L'écran central 10,25 pouces est positionné un peu bas, mais il a une bonne réactivité, puis une interface qui est facile à appréhender. En plus, le Junior profite du retour en arrière de Stellantis concernant les commandes, avec de nombreuses touches physiques pour les fonctions essentielles. Le contacteur de démarrage, il est sur la console centrale, à l'ancienne, de même que le sélecteur de mode de conduite qui pilote, entre autres, le fonctionnement de la mécanique 48 volts commune à beaucoup de modèles du groupe. En effet, il s'agit sous le capot du 3 cylindres essence 1,2 litre turbo à distribution par chaîne et cycle Miller, accouplé à une boîte de vitesse robotisée. Le tout alimenté par une batterie de 0,9 kWh de capacité. La puissance totale est de 145 chevaux. Auparavant, c'était 136 chevaux. Vous allez me dire, ils ont gagné des chevaux. Pas du tout, ils n'ont pas gagné de chevaux. Ils ont juste un mode de calcul qui est différent de celui d'avant. Donc, on passe de 136 à 145 avec les mêmes performances. Rien de nouveau, donc, en termes de puissance. C'est juste le mode de calcul. Bon, au volant, vous allez me dire, est-ce que ce mode de calcul, ça change? Oh dites donc, ça dérape. Quelque chose. Ouais. Non, passer la deuxième. Le Junior montre plusieurs facettes. Quand on roule sagement, on ressent d'abord les trépidations qui sont dues aux roues de 18 pouces de cette finition Intensa, même si les suspensions sont assez prévenantes et avalent sans brutalité les ralentisseurs. En agglomération, normalement, c'est le terrain de jeu favori des hybrides. Bien là, le Junior n'est pas non plus comme un poisson dans l'eau. La mécanique donne parfois des à-coups, même si elle est capable, malgré son moteur électrique en 48 volts, de rouler en 100% électrique. Le frein moteur n'est pas non plus réglable, ce qui est un peu gênant selon moi. Comme les autres Alfa Romeo, ce Junior donne le meilleur de lui-même lorsqu'on le conduit de façon un peu plus dynamique. En clair, mangez des petits-enfants si vous êtes un serpent. En effet, sur route, à rythme de sénateur, je vous l'ai dit, c'est pas très plaisant, le temps de réaction de la boîte et puis la mise en route du moteur thermique pénalise les reprises. C'est mieux en mode sport parce que le moteur thermique est toujours en route. Et puis on peut utiliser les palettes de part et d'autre du volant pour changer les rapports. Cette fois, on peut profiter du châssis qui est vif, avec un poids réduit, 1300 kg, pour se faire plaisir au volant, 0 à 100, 8 secondes 9. C'est une vraie Alpha, je vous la fais courte, donc quand vous roulez doucement, c'est une voiture comme une autre, peut-être un peu moins bien même, et quand vous roulez plus vite, c'est vraiment plaisant. Autre paradoxe qui incite à rouler plus vite, c'est-à-dire, il tente le diable, alors que la consommation n'a rien d'exceptionnel en ville, on est à 7,5 litres au 100, sur voie rapide à 110, l'auto se contente de 6 litres, allez y comprendre quelque chose. Et puis sur un segment très disputé, cette Alfa Romeo Junior hybride peut se faire sa place grâce à son caractère, aussi bien en matière de style qu'au volant. C'est une bonne affaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est positionné plus haut de gamme que ses cousins de Stellantis pour à peine plus cher. Cette finition Intensa qui intègre tous les équipements de série est facturée 35 500 €. On va dire c'est cher, mais elle a tout. Donc au final, si vous rajoutez les éléments sur la finition haute d'avant, celle-là elle est moins chère. Alors il y a juste un mais, c'est que elle est proposée pour l'année 2025 et basta. Donc si vous en voulez une, c'est maintenant. Ah ouais, basta, nanana. Je suis allée faire quelques recherches parce que quand même ça m'inquiétait ou ça me posait question, ce fameux dragon qui mange l'enfant. Oui. Et j'ai trouvé, c'est tout simplement le symbole qui est sur le château, alors je vais vous retrouver le nom exact, le Castello Sforzesco. Et c'est la ville de Milan. Exactement. Non, ça c'est la ville de Milan. Il y a le drapeau de la ville de Milan. Il y a le drapeau de la ville de Milan. Il y a et effectivement l'enfant, il est vraiment dans la gueule du dragon, mais on le voit en tout petit. Et c'est le créateur à ce moment-là qui a créé le symbole, qui tout simplement était en train d'attendre le tram et il a vu ce fameux
dragon qui mangeait un enfant sur le fameux château dont je vous ai parlé. Voilà, c'est l'histoire du... Rien à voir avec la voiture. Hein. Elle mange pas d'enfants. Ça dépend. Merci en tout cas. Et puis moi je la trouve plutôt jolie en tout cas aussi. Ouais, elle est sympa. Ouais, vous la retrouvez sur la page YouTube de Sud Radio pour la vidéo complète de l'essai de l'ami Jean-Luc. Et puis quant à nous, eh bien on continue notre émission. Merci pour cet essai italien. Et je vous promets que je n'ai pas écrasé d'enfants ni mangé d'enfants pendant cet essai. Non, vous conduisez bien, vous. Non, c'est vrai. En plus, j'ai déjà été à vos côtés, même sur des routes enneigées, vous conduisez très très bien. Bon, allez, Zou, on continue. On se retrouve dans quelques instants. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et nous allons tout de suite accueillir Aliousso, qui est entre autres le secrétaire général de la Fédération nationale de l'artisanat automobile, très connu du milieu de l'automobile en disant la FNA. Et on va parler d'un sujet qui nous intéresse tous. Bonjour Aliou. Bonjour Aliou. Bonjour à vous deux. Bon, vite fait, la FNA, c'est vrai que le grand public ne connaît pas vraiment. C'est une vieille fédération, une vieille institution. Hein. Oui, la FNA est une fédération qui a été créée en 1921 et qui représente les entreprises de proximité dans les services d'automobile, donc qui font du commerce, de la vente, de la réparation, tous les services associés, du contrôle technique par exemple, la distribution de carburant, toutes les entreprises de proximité qui vous permettent d'avoir votre mobilité du quotidien. Ouais, c'est notre petit garagiste ou notre gros garagiste, voilà, par exemple, mais pas seulement. D'accord, les petits garagistes confrontés aux mêmes problèmes que ceux que nous avons, nous, à cause des nouvelles méthodes de fabrication des constructeurs. C'est vrai que les process ont beaucoup évolué. Alors, celui qui a en quelque sorte révolutionné un peu le secteur, c'est Tesla. Ils ont commencé à fabriquer, je ne vais pas dire des demi-voitures qu'ils assemblent, mais on a réduit drastiquement le nombre de pièces sur les voitures. Ça s'appelle du gigacasting. Alors, c'est des mots un petit peu techniques, mais on produit des pièces d'un seul bloc pour économiser en fabrication. On économise de l'énergie, on économise plein de choses. Le problème, c'est que quand il faut réparer ces voitures-là, on est d'accord, Aliou, ça devient très compliqué et surtout très cher. Tout à fait. C'est un des phénomènes sur lesquels on a extrêmement de vigilance. Tesla l'a mis en place et d'autres constructeurs ont des velléités similaires. Le risque, effectivement, c'est que quand on a un choc, par exemple un choc arrière, là où on pouvait avoir plusieurs dizaines de pièces, on n'a plus que 2 seules grosses pièces. Et effectivement, lorsqu'on veut les changer, très vite, on a soit des coûts très importants et des fois même, en fonction de l'âge du véhicule, des coûts de réparation qui excèdent peut-être même la valeur du véhicule. Et donc, le risque, effectivement, c'est qu'on assiste à des véhicules qui sont difficilement réparables, voire irréparables. Et ça pose un vrai problème. On comprend les enjeux de l'industrie, mais en même temps, on doit absolument intégrer le fait que ça doit être des véhicules durables, réparables et à des conditions qui soient abordables pour les automobilistes. C'est pour ça, c'est important ce que vous venez de dire, Aliousso, c'est que si jamais c'est pas réparable, ça part en casse ou ça part autre chose. Donc là, en termes d'écologie, on est complètement, c'est catastrophique. Voilà, c'est contre-productif. Alors, ça permet aux constructeurs, c'est ça qui est pernicieux, de garder ça permet aux constructeurs, non pas de garder la main, mais de faire des vraies économies en fabrication. Alors, donc, juste une parenthèse. De maintenir le coût des voitures aussi. Oui, on achète des voitures moins chères, mais on ne pourra pas les réparer. Oui, mais quand je parle de garder la main, c'est que vous avez certains... Enfin, en France encore, c'est pas levé, même si on en a beaucoup parlé à Lyon, vous allez me dire si je me trompe. Mais par exemple, les pièces de carrosserie, si elles n'étaient pas signées de Renault ou de Peugeot ou de Citroën la France pendant des années... une exception en Europe qui va obligatoirement sauter à un moment ou un autre. Mais on est en 2025. Il n'y a rien qui vous empêche d'aller faire réparer votre voiture en Belgique. Jean-Luc, on est en 2025 et ça n'a toujours pas sauté. Aliou, je dis une bêtise ou pas? Il y a quand même des évolutions sur les pièces visibles, même si ça reste une réglementation assez complexe. Et puis du temps, puisque on a quand même les premières années, on a une protection qui est assez importante. Donc ça pose des difficultés. Et au-delà de ça, pour l'automobiliste au quotidien, ce qui risque aussi de se passer, c'est que comme les véhicules sont difficilement réparables ou irréparables, les coûts d'assurance vont exploser en conséquence, parce que l'assureur, lui, il va supporter naturellement des coûts assez importants. Et donc, dans l'immédiat, c'est qu'on peut avoir aussi des prix d'assurance qui explosent littéralement, même s'il y a eu les premières années du véhicule électrique, il y a un effort considérable qui a été fait par les assureurs pour maintenir des tarifs à peu près raisonnables. Mais même à niveau technologique constant,
on imagine qu'ils vont augmenter à peu près de 30 à 40%. Et là, avec le gigacasting, on n'imagine même pas l'impact que ça peut avoir. Et donc, c'est vrai que nous, on tire un peu la sonnette d'alarme en disant on est les professionnels qui sont en rapport avec les automobilistes. Et nous, notre intérêt, c'est que les gens, ils conservent leur véhicule, qu'ils continuent à l'entretenir. Ils en ont besoin au quotidien et ils n'ont pas les moyens d'acheter des véhicules électriques qui coûtent nettement cher. Hein. En 10 ans, c'est des véhicules qui ont pris 50% au niveau du coût. Wow. Et en plus, si on doit augmenter le coût des réparations et des assurances, là, on imagine qu'on est face à une difficulté qui est difficilement gérable. Et en termes de réparabilité, ce gigacasting, ça pose un problème aux réparateurs, parce que autrefois, changer une aile, c'était pas très compliqué, mais s'il faut changer des éléments beaucoup plus grands. Oui, en termes de matériel nécessaire. Ou... Alors, voilà, il pourrait le faire avec du matériel qui soit quand même adapté. Des fois, on parle de pièces la pièce elle-même, elle peut peser jusqu'à 70 kilos. On n'imagine pas, mais il faut être plusieurs collaborateurs pour pouvoir le faire, être équipé. Mais surtout, c'est le coût d'acquisition de la pièce. En fait, un réparateur, c'est quelqu'un qui va constamment s'adapter, quelle que soit l'évolution. Nous, on n'a pas tellement peur des évolutions technologiques, si tant est qu'on n'a pas de barrières qu'on oppose aux professionnels. Et les barrières, il peut en avoir existé de plusieurs ordres, mais c'est surtout aussi le coût que ça représente. Et on sait qu'effectivement, si c'est un niveau trop important, le consommateur, il va pas faire la réparation. Et si c'est un véhicule qui est assuré, au bout d'un certain temps, pour un certain niveau de réparation, on va vous dire, non, on répare pas. Là, on est au-delà de la valeur du véhicule et donc, finalement, il faut mettre le véhicule au rebut. Ouais. C'est ça qui pose problème. Donc, ce n'est ni l'avantage du pro, ni bien sûr l'intérêt du consommateur. Oui, parce que si le consommateur vient plus chez le pro, il va y avoir aussi de la perte de chiffre d'affaires, etc., des garages qui vont fermer. Mais est-ce qu'on sait à partir de quelle année ça a commencé, ces gigas? C'est gigacasting, oui. C'est avec le modèle Y. Bon, ça existait un tout petit peu avant. C'est pas Tesla qui l'a inventé, mais ils l'ont ramené un petit peu là-dessus. Ça existe avec le modèle Y qui est en train d'application. Et toutes les voitures asiatiques ou d'autres voitures qu'on connaît, Jean-Luc? Les voitures chinoises. Mais on a aussi les véhicules européens. Tout le monde est aujourd'hui en alerte là-dessus parce que, en fait, on dit que ça permet de diminuer de 40% le coût de fabrication d'un véhicule. Donc vous imaginez, vu la compétition qu'il y a sur les véhicules électriques, Toyota dit qu'il va le mettre en place, BMW pareil, donc en fait tous les autres ils vont suivre le mouvement. Et donc il faut que nous, d'un point de vue réglementaire, qu'on puisse intervenir. Alors peut-être pas l'interdire, mais au moins qu'un consommateur il soit actif dans ça. Pour un élément simple, si on avait un indice de réparabilité des véhicules, lorsqu'on achète un véhicule, si on a l'information sur... Comme la machine à laver, voilà. Comme la machine à laver. Ouais. Ceux qui sont classés aujourd'hui en F, les gens l'achètent moins, ne l'achètent pas. Quand on est classé en A, B, C et que économiquement ça va, les gens vont plutôt aller vers ça. Et donc c'est le moyen de contraindre finalement l'industrie à se dire on est obligé de prendre en compte la durabilité, la réparabilité dans le choix du consommateur et que le consommateur, c'est lui qui achète, c'est lui qui doit être actif dans cet acte d'achat. Aujourd'hui, quand il achète un véhicule, personne ne l'informe sur ça. Et c'est ça qui est un peu dramatique. Et comment vous vous battez? On l'informe pas sur la disponibilité des pièces, on l'informe pas sur... est-ce que l'information technique est disponible? Il y a tout un tas d'éléments où un consommateur aujourd'hui, quand il achète un véhicule, il est en droit de savoir et c'est lui qui doit choisir. Aliousso, ça a toujours été comme ça. Depuis des années, quand on achetait nos voitures, on faisait confiance aux professionnels. On n'imaginait pas que ça allait nous coûter le prix de la voiture à la faire réparer. Oui, mais ça vient de changer. Alors, on a vu avec le gigacasting, mais il y a un autre facteur qui vient se rajouter. On parlait de la Tesla Y, c'est une carrosserie en aluminium. Tout le monde n'est pas apte à réparer de l'aluminium. Eh oui. En tout cas, aujourd'hui, les gens, tous les professionnels, ils vont se former, ils vont s'équiper. Mais indéniablement, c'est que ça va influer sur les coûts. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, c'est toujours des niveaux d'investissement. Je pense que les professionnels, même nous, les indépendants, ils sont en capacité d'intervenir sur n'importe quelle technologie. Ils vont être formés, ils vont s'équiper. Ça impose quand même beaucoup de coûts pour s'adapter à ces évolutions-là. Et par ricochet, effectivement, ça influe sur les coûts de réparation. Et donc sur l'assurance, Aliou, et donc sur l'assurance, parce que les assurances vont augmenter aussi.
Alors voilà. En fait, aujourd'hui, c'est qu'on a des évolutions qui sont de plusieurs ordres. On a des véhicules qui sont des véhicules connectés. C'est des architectures qui sont très complexes. On a ce phénomène de gigacasting. On a des véhicules qui sont plutôt des logiciels et des logiciels qui ont tendance à être un peu verrouillés, on va dire ça comme ça. Et donc, face à tous ces enjeux-là, effectivement, il y a beaucoup plus de technologie. Les véhicules coûtent plus cher. Les pièces coûtent, par ricochet, plus cher. Et la seule façon, finalement, d'y faire face, c'est de faire en sorte qu'il y ait le maximum de concurrence dans ce secteur d'activité. Et donc, finalement, nous, en tant que représentants des artisans, nous disons que la solution, c'est de permettre aux artisans d'avoir un maximum d'accès pour que les artisans puissent faire bénéficier aux automobilistes finalement de leur offre alternative qui est une offre de proximité, qui est souvent beaucoup plus abordable avec toute la technologie qu'ils vont pouvoir acquérir. Et d'une certaine façon, il faut accompagner ces professionnels-là pour que, in fine, l'automobiliste en ressort gagnant. Ouais. Alors il y a un gros paradoxe dans tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est qu'on cherche à nous faire adopter des voitures de plus en plus vertueuses. On veut passer à l'électrique pour avoir un impact moins grand sur l'environnement, et on se rend compte que on est en train de fabriquer des voitures jetables, il n'y a pas d'autre mot. C'est ça. Alors qu'avant, on pouvait les réparer, elles pouvaient durer longtemps. Enfin, ces voitures-là, aujourd'hui, elles vont coûter tellement cher à réparer que, si ça se trouve, dans 5 ans, il faudra les mettre à la poubelle. On marche sur la tête, c'est complètement dingue. Hein. Ouais, on roule sur le capot, là. Alors, du coup, c'est vrai que quand on voit de ce côté-là, on se dit ça comme ça, mais en fait, il y a des solutions. Nous, on essaie plutôt de dire il y a des solutions. Oui. Effectivement, si on va vers ça, on va dans le mur. L'objectif pour nous, c'est que les gens ils puissent garder leur véhicule, l'entretenir, le réparer durablement. Si on veut parler d'écologie, je pense qu'un véhicule qu'on entretient et qu'on fait durer... Qu'on dure longtemps, c'est plus vertueux qu'un véhicule jetable, on est d'accord. Un véhicule qu'on met au rebut et qu'on remplace par de nouveaux véhicules. Donc ça, c'est la première des choses. Donc on doit retrouver un peu plus de clarté dans nos approches politiques. Je crois que maintenant, l'Europe commence quand même à sentir ça. Ensuite, pour le reste... Oui, les choses, en fait, il suffit de les cadrer, en fait, de les encadrer. On a des problématiques liées aux batteries. Effectivement, certains disent, dès qu'il y a un choc, il faut changer la batterie. En fait, il faut qu'on retrouve raison garder. C'est que les batteries, ce sont des organes qui sont réparables. On peut les démonter, on peut réparer des cellules à l'intérieur des batteries. Donc, comme pour les véhicules thermiques, il faut qu'on ait un écosystème qui permettent effectivement d'assurer la réparabilité. Oui, dans la conception, on tient compte du fait que ce sont des pièces qui doivent être accessibles. Aujourd'hui, on a des problèmes d'accessibilité au niveau des pièces. C'est des pièces qui doivent être démontables et facilement réparables. Une fois qu'on a intégré cela, on pense qu'il n'y aura pas de problème en tant que tel. Même si c'est des véhicules qui ont plus de technologie, qui coûtent plus cher, c'est vrai, mais la réparabilité, c'est un droit qu'on doit assurer et garantir. Alors, on a bien entendu que c'était le combat actuel de la Fédération nationale de l'artisanat automobile. Ça pourrait pas être à vous de donner des notes, finalement, à ces voitures, de dire, voilà, celle-là, on estime qu'elle est à 2 sur 20 en réparabilité. Avec toutes les autres fédérations, de concert avec tous vos collègues. Ne pas attendre que l'Europe impose quelque chose, mais de dire, voilà, nous, les syndicats de la réparation automobile, eh bien, on décerne des étoiles ou pas aux véhicules qui sont réparables. C'est tout. C'est envisageable, et c'est même envisagé. Alors, très bien. Alors, 3 secondes. L'idée, c'est quand même de dire, nous, on peut avoir des remontées terrain, c'est vrai, on peut parfaitement le faire, à mesure que le parc est grossi. Aujourd'hui, on a quand même un parc de véhicules électriques qui est assez limité, mais on pourrait imaginer qu'au niveau des ateliers de réparation, qu'on puisse remonter ce type d'informations, qu'on mette en place des commissions techniques tout à fait objectives et neutres, qui puissent donner un certain nombre d'indications. Très bien. Mais cela étant, c'est vrai que ce qu'on dit, nous, c'est qu'à l'homologation du véhicule, ce serait aussi intéressant que les autorités d'homologation aient cette approche-là. En tout cas, c'est un très bon combat et on en reparlera. Merci beaucoup, Aliousso. Merci beaucoup, Aliousso. Et puis, on vous retrouvera tout au long de l'année, et en particulier sur le fameux et grand salon de l'aftermarket, l'équipe auto, où je pense que vous allez beaucoup en parler avec vos collègues. Allez, dans quelques instants, le retour de l'info, et puis on parle auto, parce qu'on parlera pneus juste après.
Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et nous voici arrivés dans la seconde heure de On parle auto, en ce samedi 10 mai. On va parler de quelque chose qu'on trouve dans nos automobiles, ce sera tout à la fin de l'émission, mais dont certains n'ont pas encore la notion, c'est comment écouter On parle auto au volant de sa voiture avec le fameux DAB+. Avec une voix un peu comme ça, bonjour, vous écoutez Sud Radio. Oui, c'est notre voix surtout et tous les collègues de Sud Radio. On va parler de ce système nouveau, vous connaissez la bande FM, c'est le nouveau système, c'est la FM continue. Ça vous permet d'écouter la radio en continu, il n'y a pas de coupure. Voilà, vous fassiez Lille-Marseille. Et avec une qualité qui est supérieure à celle de la FM et surtout avec moins de moins de favoritisme pour les radios de service public puisque tout le monde est à égalité avec le DAB+. Bon, allez, dans quelques instants aussi, on va s'arrêter du côté de Cassis pour le fameux Classic Car, ça c'est notre rendez-vous. On va parler de la 8e édition de l'Antan Cassis. Oui, exactement. Vous resterez avec nous puis vous saurez ce que c'est que l'Anto Cassis, voilà. Voilà, parce que Auto Cassis, auto, et non pas Antan. Auto, mais ça s'écrit AUTO. AUTAU. AUTAU. C'est bizarre. Ah oui. Mais ils sont pas très doués en orthographe là-bas en fait. Non, c'est pas vrai. Bertrand, on vous adore. Allez, on va continuer. On va commencer aussi tout de suite en parlant pneus avec l'équilibrage. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Avoir de bons pneus, c'est bien. On recommence, pardon. Ok. Oui, tout va bien. Avoir de bons pneus, c'est bien. Il ne suffit pas d'avoir... Je ne peux pas y arriver, mais j'avais la phrase, pardon. Avoir de bons pneus, c'est bien. Bien équilibré, c'est beaucoup mieux. Bonjour Sylvain Estrade. Bonjour Sylvain. Bonjour Laurence. Bonjour Jean-Luc. Directeur commercial de Provac. On peut redonner ce qu'est Provac en quelques mots ? Oui, alors Provac est un spécialiste de l'équipement et de l'outillage et du consommable lié à la roue, donc pour les ateliers de réparation, les pneumaticiens, les centres auto et tout atelier qui répare du pneumatique et qui remplace des pneumatiques. Bon, alors ceux qui nous suivent régulièrement se souviennent qu'on vous a eu il y a 3 semaines, un mois, où on a parlé du réglage des trains roulants. On aurait pu parler de trains ce week-end encore, c'est d'actualité, mais là on s'est dit, tiens, on va finir ce qu'on avait commencé. On avait vaguement parler de l'équilibrage. L'équilibrage, pour ceux qui se demandent ce que ça peut être, c'est simplement votre volant qui vibre à une certaine vitesse. Ça dénote un défaut d'équilibrage des pneumatiques. Clairement, c'est le symptôme que vous ressentez dans votre véhicule quand vous roulez aux alentours de 80 km/h, 80-90. Votre volant se met à vibrer. Et passer une certaine vitesse, on va dire 110 à peu près, 110-120, vous avez le volant qui arrête de vibrer. C'est vraiment le symptôme d'un équilibrage qui n'est pas bien réglé et qu'il faut faire régler par un spécialiste. D'accord. Qu'est-ce qui crée en fait ce déséquilibre ? Alors, des déséquilibres créés par plusieurs choses. La première, c'est effectivement le montage du pneumatique. Les manufacturiers, quand ils construisent un pneumatique, effectivement, assemblent une bande de roulement qui va se rejointer et qui va être soudée et qui, à un moment donné, crée un balourd. Ce balourd crée une rotation qui n'est pas parfaitement ronde, si on peut dire. Et donc va créer un certain défaut et une certaine vibration. La deuxième raison, c'est que les jantes ont également le même problème, elles ne sont pas parfaitement rondes, donc l'assemblage des deux fait que effectivement vous pouvez avoir à un moment donné un balourd très important qui va faire vibrer votre train roulant. D'accord. Bon, ça peut, hormis le désagrément d'avoir une direction qui vibre, est-ce que ça peut provoquer d'autres usures prématurées sur la voiture, un déséquilibrage ? Alors oui, c'est très désagréable déjà à la conduite, mais en plus de ça, ça crée des vibrations qui peuvent créer des jeux dans le train roulant, dans les rotules. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'il faut surveiller de près, puisque un bon équilibrage permet d'éviter ces jeux et donc de rouler parfaitement correctement sans vibration, et donc faire en sorte qu'il n'y ait pas de jeu qui puisse s'augmenter ou se détériorer par la suite. Bon, on ne peut pas le faire soi-même, un équilibrage, on est d'accord, hein, ça se fait avec des machines. Non, alors, il y a plusieurs sortes d'équilibrage, parce qu'on entend des fois parler d'équilibrage dynamique, d'équilibrage statique. Comment ça se fait ?
Alors, déjà l'équilibreuse qu'utilise un atelier, c'est un appareil électronique qui permet, donc qui est étalonné de façon un peu régulière, pour justement permettre de compenser ce bas lourd ou cette vibration et faire en sorte que ça tourne parfaitement rond, si on peut dire, dans le pneumatique. Ouais. Donc c'est un outil qui permet de faire cela. Alors, il a existé effectivement dans le passé j'ai moins connu ça, mais des équilibrages effectivement dynamique, statique. Alors en fait la réalité c'est que votre roue quand elle tourne, elle a une vibration qui doit être compensée, mais même si elle est bien compensée, vous pouvez toujours avoir un défaut en fait de cette vibration qui n'est plus perceptible, mais qui va faire que la roue ne tournera pas parfaitement rond. D'accord. Donc on le compense, c'est les petits pois qu'on voit qui sont collés là. Alors pas des petits pois à manger, non. Des petits pois, c'est quoi? Du plomb, c'est de l'aluminium, c'est quoi d'ailleurs? Alors, c'est du zinc aujourd'hui, c'est du plomb, puisque le plomb est interdit pour ce type de produit, mais ça s'appelle des plombs en général, parce que c'est comme ça que c'est resté appelé, parce que historiquement c'était du plomb. Bon, c'est plus possible aujourd'hui, donc c'est du zinc, en fait, un mélange de zinc et d'acier, qui est soit collé, des masses autocollantes, soit frappé et accroché sur la jante, pour les jantes en acier par exemple, ou certaines jantes alu, où effectivement vous avez une sorte de petite pince qui vient se fixer entre le pneumatique et la jante et qui permet de tenir le poids en fait sur la roue. D'accord. Sur les pneumatiques, on voit des fois il y a un marquage, il y a un petit point. Je crois, il me semble qu'il est jaune, c'est ça? Ça indique quoi ça? Alors je crois que les manufacturiers ont différentes couleurs, mais effectivement ça indique le positionnement du pneumatique pour l'installer par rapport à la valve sur la roue. D'accord. Il doit être en fait, on doit opposer ce point à la valve, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça permet d'éloigner le bas lourd le plus loin possible en fait de la valve, qui pourra en créer un autre et donc faire en sorte que ça s'équilibre. Après, il y a des machines qui sont là aussi pour indiquer au réparateur la meilleure façon de matcher la jante avec le pneumatique pour faire en sorte que justement les deux puissent être parfaitement positionnés pour éviter les vibrations. Donc, il faut bien être attentif à ça quand on fait changer ces pneumatiques. Déjà, vérifier que le fameux repère est opposé à la valve, ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'on ne va pas revenir sur le sujet, mais malheureusement, dans les centres auto, les gens qui font le montage des pneus parfois font ça un peu vite. Je vais dire ça pour être poli, voilà. Et la grande majorité fait des choses correctement, mais il peut arriver que certaines personnes n'y fassent pas attention, effectivement. Bon, on est d'accord. Après, qu'est-ce qui peut créer, même si on a une jante qui est parfaitement équilibrée, qu'est-ce qui peut faire que d'un coup, on a de nouveau un déséquilibre? Un ralentisseur, pris rapidement. Oui, voilà. La première chose, c'est que le plomb se décroche ou se décolle. Donc effectivement, quand vous perdez ce plomb, du coup, la compensation qui est sur votre roue n'est plus possible. Donc la vibration va revenir. C'est la première raison. Ensuite, il y a effectivement les chocs de la route au quotidien qui peuvent l'altérer. La réalité, c'est vraiment que les plombs partent, en fait. C'est vraiment ça qui va faire que vous le ressentirez à votre volant. Bon, j'imagine que ça se décolle pas comme ça, parce qu'il y a des voitures quand même qui roulent aujourd'hui sur circuit à des vitesses stratosphériques. Il faut que les plombs soient bien collés. Allez, tiens, on va reprendre l'exemple de notre Bugatti à 400 km/h. Le plomb, je sais pas quelle force il endure, mais ça doit être quelque chose. Alors, les fabricants effectivement de masses d'équilibrage prévoient un adhésif qui est extrêmement résistant et s'il est de bonne qualité, qui justement ne se décollera pas. D'accord. Ça coûte combien un équilibrage et il faut le faire tous les combien, tiens? Alors, en général, il se fait au remplacement du pneumatique. Le forfait, alors ça dépend après de la taille du pneumatique, mais je dirais c'est une vingtaine d'euros, 20-25 euros selon les tailles, pour une prestation qui est le montage du pneumatique, la valve et l'équilibrage. C'est généralement des prestations qui se font ensemble. Après, le prix, j'ai pas en tête le prix d'un équilibrage seul, mais ça doit être une quinzaine d'euros, je pense, quand vous devez faire un équilibrage. Honnêtement, j'ai pas le prix précis en tête. D'accord. Ça peut se faire avec les roues montées sur la voiture, ça existe ça ou pas?
Alors, nous, c'est des systèmes qu'on ne connaît pas, mais c'est des systèmes qui ont existé dans le passé. La meilleure chose, dont j'ai entendu parler, je connais pas le produit en lui-même. La meilleure chose, c'est de démonter la roue, remplacer le pneumatique. Une fois que le pneumatique est remplacé, effectivement, de faire l'équilibrage de cette roue montée, du pneumatique et de la jante sur l'équilibreuse. Bon, alors après, il y a différents types d'équilibreuses. Vous avez des équilibreuses qui vont faire un équilibrage simple, qui va permettre d'éviter d'avoir une vibration. Et puis vous avez des machines beaucoup plus perfectionnées, qui permettent d'avoir un rouleau qui vient compresser en fait le pneumatique et le mettre dans sa situation de roulage. Ce qui fait que la roue va être vraiment avec la pression du véhicule sur la route. Donc pour voir si le balourd ou le défaut du pneumatique a un effet et permet justement de matcher le pneumatique avec la jante de la meilleure façon possible pour faire en sorte que cette vibration soit insensible en fait. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvain Estrade pour cette, on va dire cette quoi mise au point, cette explication, ce cours. Oui. En tout cas, merci. C'est la société Provac qui était avec nous avec Sylvain Estrade, directeur commercial. On vous embrasse. Passez une très très belle journée, un bon week-end. Allez, à suivre. On va donner la parole à Dominique qui a une question à poser pour On Parle Auto sur Sud Radio. Faites comme lui, vous pouvez nous appeler dès maintenant au 0826 300 300. Sud Radio, On Parle Auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, On Parle Auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et vous savez, cette émission est la vôtre. Vous pouvez poser des questions à l'ami Jean-Luc en nous écrivant à Je Parle Auto. Vous mettez ça sur un mail. Enfin, c'est On Parle Auto, mais vous pouvez parler toute seule auto aussi. Non, mais je parle auto avec mes copines. Vous savez, nous aussi, on aime ça. Alors, on recommence tout. Vous nous envoyez un mail à jeparticipe@sudradio.fr. Vous mettez On Parle Auto dans l'objet. Et puis évidemment, toutes vos coordonnées, dont votre numéro de téléphone pour que nous puissions vous rappeler. Salut Dominique. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Merci d'avoir pris ma question. Vous aussi, vous parlez auto, hein? Oui, on essaye, oui. On vous écoute. Bien, alors je suis l'heureux propriétaire d'une BMW 125i E82. Et de 2011, et alors je me suis fait retoquer au contrôle technique pour des pneus un peu lisses à l'arrière, et donc c'est des run flat, et la dernière fois vous avez parlé avec Dominique Stenfeld qu'on pouvait éventuellement remplacer les run flat par des pneus normaux. Alors effectivement ils sont moins chers, il y a plus de choix et c'est éventuellement plus confortable si j'ai bien compris. Par contre, ma question est, que pourrait me dire éventuellement le contrôle technique si je reviens au contrôle technique avec deux pneus normaux, on va dire. À l'arrière et deux run flat à l'avant. Eh bien, ils vous diront merci, au revoir. Vous revenez en deuxième semaine. Non, vous pouvez. Ouais. Alors déjà, première question, les run flats sont encore disponibles pour votre voiture parce que avec Dominique, ce qu'on avait évoqué, c'est le fait que sur certains modèles, le run flat n'est plus disponible. Bon, les fabricants de pneumatiques, la loi leur impose. C'est un décret d'avril 2023 qui leur impose de continuer à fabriquer pendant 5 ans les pneumatiques. Mais si votre voiture, le run flat existe depuis longtemps, si votre voiture elle a plus de 10 ans ou 15 ans, il est possible que la dimension de pneumatique en run flat n'existe plus. Auquel cas, vous n'avez pas le choix. Vous pouvez, alors on va le rappeler, on ne peut pas monter des pneus run flat sur une jante normale parce qu'il y a un talon spécifique. Donc ça, on peut pas le monter et en plus c'est interdit, mais on peut monter un pneu normal sur une jante run flat. Alors attention, parce que votre voiture, elle a été conçue, en plus c'est une BM, elle a été conçue au départ quand même, elle a été homologuée en run flat, et normalement, quand elle a été homologuée, il faudrait, là dans votre cas, il faudrait presque arriver à attraper la fiche d'homologation du véhicule, pour savoir si elle a été uniquement homologuée en run flat, et si elle a été uniquement homologuée en run flat, vous n'avez pas le choix, vous allez être obligé de mettre des run flat. De toute façon, à votre question, je dois changer les deux derrière, est-ce que je peux mettre deux pneus normaux et conserver les run flat devant? La réponse c'est non. La réponse c'est 4. Exactement. Et surtout, vérifier que l'homologation de la voiture a été faite avec des pneus normaux et du run flat, et si c'est
que du run flat, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de monter la voiture en run flat. D'accord. D'accord. Bon, bah voilà. Et puis bon, on peut pas mixer pneus classiques. On comprend bien que on peut pas mixer différents types de pneus. Vous avez compris que le run flat, il a un flanc. Le run flat permet pour ceux qui arrivent, qui ont loupé les émissions d'avant, qui d'ailleurs vont devoir les rattraper en podcast, sinon ils vont avoir une punition sévère. Je copierai ça. Voilà. Le run flat, c'est pneumatique qui permet, lorsqu'il crève, c'est pas un pneu increvable, de rouler à plat, d'où le nom run flat en anglais. On peut faire en général 80 km à 80 km/h. Ça permet plus de sécurité parce que le pneu ne risque pas de déjanter. Donc ça permet de sortir par exemple de l'autoroute si on a crevé sur l'autoroute et de faire réparer plus loin, en sachant que le run flat, malheureusement, il y a peu de fabricants de run flat qui acceptent les réparations sur les run flat. Donc ça oblige à changer le pneu quand on a crevé, alors qu'un pneu standard, on peut mettre une mèche, dans la majorité des cas, on peut le réparer. Donc c'est vrai que c'est plus onéreux. C'est des pneus plus lourds, donc ils vont faire consommer plus à la voiture. C'est des pneus qui sont moins confortables parce qu'ils ont des flancs qui sont plus raides. Donc il y a beaucoup d'inconvénients. Il y a un avantage en matière de sécurité. Il y a un avantage pour les constructeurs, c'est qu'ils n'ont pas besoin de vous fourguer une roue de secours, parce que vous pouvez toujours... donc pour eux, ça coûte moins cher, c'est du poids en moins sur la voiture, etc. etc. Mais malheureusement, quand on a... Moi j'ai été... C'est le point de discorde qu'on a avec Dominique Stenfeld. Moi j'ai toujours été anti-run flat. J'ai toujours dit, voilà, je trouve que c'est une fausse bonne idée. Bon, aujourd'hui, petit à petit, le run flat n'a pas disparu, mais il est en train de disparaître gentiment. Et c'est les émissions de CO2 qui sont en train de le tuer. Mais dans votre cas, j'ai peur, malheureusement, que vous soyez obligé de passer par la case « j'achète 2 run flat » et je suis pas content. Ouais. Écoutez, voilà. Alors, comme ça. Et puis je me pose aussi la question, parce que comme il n'y a pas ni l'emplacement pour la roue de secours, ni de roue de secours, bah non. Il faudrait éventuellement, si je mets les 4 pneus normaux, que je m'équipe d'un système anti-crevaison, qui n'est pas terrible non plus. Non, mais ce que vous pouvez acheter, c'est une roue galette, mais elle va prendre de la place dans le coffre, parce qu'il n'y a pas d'emplacement. Alors, roue galette, on en trouve des très bonnes en Bretagne. D'accord. En plus, j'ai pas les mêmes pneus à l'avant qu'à l'arrière. Surtout à Pont-Aven. Ah, vous n'avez pas les mêmes pneus à l'avant qu'à l'arrière? Ah ouais. En dimension, oui. Ouais. Bon, c'est pas c'est chez BM. Parce que j'allais vous dire, les pneus neufs toujours à l'arrière, mais bon, si dans votre cas les pneus avant et arrière sont pas les mêmes dimensions, vous pouvez pas intervertir. Mais là, vous changez les pneus arrière, on est d'accord? Oui. Ouais. Je suis en 215 à l'avant. Et je l'ai à côté, un peu de chance, en 245 à l'arrière. Ah oui, quand même. Quand même. Donc bon là, pneu arrière. On ira chez Run Flat. Voilà. Il y a moins de choix effectivement, mais on trouve encore. J'ai commencé à regarder, on trouve des Michelin Sport Pilote Plus, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, écoutez, vous avez répondu à ma question. Je suis désolé, j'aurais bien aimé vous faire plaisir et vous dire que vous pouviez mettre des pneus normaux à l'arrière, mais vous auriez été boulé au contrôle technique. Et puis en plus, en cas d'accident, vous pouvez avoir une déchéance d'assurance si la voiture n'a pas été homologuée avec des pneus normaux. N'a été homologuée qu'en run flat. Et il y a toute une période où Mini et BMW homologuaient les voitures que en run flat pratiquement. Donc c'est pour ça qu'il faudrait vérifier. Mais dans votre cas, vu que vous avez encore 2 run flat à l'avant et 2 run flat à l'arrière. Voilà. Bon. Alors j'avais une autre question puisque vous parlez de Mini. Il nous reste une minute. Alors, je vais me dépêcher en 2 mots. Qu'est-ce que vous pensez d'une Mini à injection ou carburateur dans les années 94, puisqu'elles ont changé en 94? Elles ont changé en 94. Oui. Je suis en train d'essayer de rembobiner. Je rembobine. Vous parlez de la nouvelle génération de Mini, on est d'accord? Non. Ah non, vous parlez de l'ancienne. Vous parlez des dernières vraies Mini, alors. Voilà, c'est ça. Bim. Non, mais bon, c'est vrai que quand on met une Mini qui faisait 3 mètres de long à côté la Mini, on va l'appeler BMW pour que tout le monde comprenne. Non, le pot de yaourt, c'est la Fiat 500, mais si vous mettez la Mini de l'époque par rapport à la Mini BMW, il y a une différence. Alors, oui, je vais vous casser votre rêve. En fiabilité, c'était miséreux, les dernières Mini. Voilà.
D'accord. Ça, c'est dit. Je suis désolé. On a plus beaucoup vous avez de temps. bien fait de venir, Dominique. C'est vrai. Autrement, vous avez des bonnes nouvelles? Oui, on est bien ensemble. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Même avec l'injection, en termes de fiabilité, c'était pas ça, hein, vraiment. Bon, après c'est des collecteurs recherchés maintenant. Hein. Bon. Bon. Bah écoutez, je vais voir. Après c'est pour le plaisir en fait. Hein, c'est voilà, c'est ça. Le plaisir c'est rouler si on a une voiture qui tu roules pas avec 10 000 km avec cette voiture-là d'un seul coup. Tu fais des petites sorties. Non, parce que là il faut avoir un bon ostéo quand même. Hein. Oui, en plus. Bon bon ostéo, Dominique. On vous embrasse. Je suis désolé d'avoir cassé le moral. Là. C'est pas grave. C'est pas grave. Après avoir parlé de la Mini, dans quelques instants on va parler d'autres classiques. Salut Dominique. Restez avec nous parce qu'on va parler de l'auto Cassie et c'est un rendez-vous dans notre Classic Car. Restom, fabricant français de produits haute performance pour restaurer vos véhicules anciens. Votre passion, notre savoir-faire. À découvrir sur restom.net. Restom présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et on va tout de suite accueillir notre invité pour ce petit tour à Cassis. C'est Bertrand Brunat, qui est directeur du marketing du Méhari de Chevaux Club de Cassis. Bonjour Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour. Ça fait un peu long à mettre sur la carte de visite, hein, tout ça. Ouais, ça fait un peu long, mais je me suis dit que ça serait bien de partir un petit peu au bord de la mer pour ce week-end. En plus, 8e édition de l'Auto Cassis. Alors, Auto A-U-T-A-U. Vous avez un vrai problème d'orthographe là-bas ou c'est... C'est pour faire la petite blague, mais oui, effectivement, c'est bien A-U-T-A-U. Ouais. Ça veut dire quoi alors? Parce que A-U-T, le A après le T en majuscule aussi. Tout à fait, ouais. Ça veut dire automobile authentique. Parce que vous êtes en fait en partenariat avec l'amicale du patrimoine automobile de la Côte Bleue, puisqu'on est sur la Côte Bleue, la ville de Cassis, on dit Cassis, et puis le deux chevaux Méhari Club de Cassis que tout le monde connaît. Hein, Moi je connais surtout les vins de Cassis. Mais... Oui, d'accord. Bon. Très sympa également. Oui, vous avez loupé hier soir parce qu'en fait il y avait déjà un événement, je pense qu'il y a eu des dégustations de vin, mais ça Bertrand va nous le dire, parce qu'il a commencé, ça dure 3 jours, les festivités. Alors hier vous avez des gens, vous leur avez fait visiter, les locaux du Méhari Club. Mais alors le Méhari Club, c'est pas juste un club, c'est un constructeur automobile pratiquement maintenant, pour ceux qui connaissent pas. Ouais, exactement. Alors du coup, effectivement, hier on a fait faire une petite visite aux participants, donc il y avait une centaine de personnes. Et donc du coup, ils sont venus visiter les ateliers du Méhari Club Cassis. Donc ils ont pu découvrir nos ateliers mécaniques, donc de restauration de véhicules anciens, principalement de chevaux et Méhari. Notre atelier aussi électrique, parce qu'on fabrique également maintenant des Méhari électriques. Ah, génial. Oui, alors pour préciser, avant, parce qu'en plus on a des jolies images qui passent en même temps, vous avez récupéré les machines-outils de Citroën, donc on pourrait presque dire que vous êtes aujourd'hui les héritiers Citroën de la Méhari et de la deux chevaux. Et des images passent actuellement sur la page Facebook, et allez-y, j'ai une question à vous poser après. Ah, ça marche, je vais répondre. Alors du coup, tout fait dans les années 2000, on a pu racheter tout l'outillage historique de Citroën, quand Citroën a arrêté en fait la production des deux chevaux et des Méhari. Donc on est la seule entreprise à être partenaire Citroën depuis plus de 40 ans et à pouvoir refabriquer des pièces comme à l'origine avec l'outillage historique d'époque. Quand est-ce que nous allons faire une émission spéciale? C'était ça la question. Mais oui, parce que on est sur un constructeur français. Non, mais c'est ballot parce qu'on aurait pu hier, si on avait été là, on serait allé visiter les locaux, super. Après, on aurait fait l'excursion en bateau. Je vous donne le programme. Et puis après, il y avait le dîner musical. Bon, moi j'ai une proposition très honnête à vous faire. Là, du 9 au 11 mai, donc on est en plein dedans puisqu'on est samedi 10. C'est l'auto 2025. Il va bien y avoir un auto 2026 et on s'organise. Ouais, d'accord. Ouais. Alors aujourd'hui quand même, pour revenir à nos moutons, aujourd'hui il y a un événement que moi je trouve formidable. Il y a un concours d'élégance qui est labellisé Fédération Française du Véhicule d'époque en plus. Donc on va pas y voir que des deux chevaux et des Méhari. Il y aura plein de voitures anciennes, on est d'accord? Exactement. Pendant le concours d'élégance qui aura lieu d'ailleurs cet après-midi à 15h, donc du coup il y aura 3 catégories de véhicules. Il y a les catégories avant 1945, de 46 à 70 et de 71 à 95. Donc effectivement vous allez voir d'autres véhicules que les deux chevaux et les Méhari. D'accord. Et concours d'élégance, c'est pas seulement la voiture qu'on juge, on juge aussi les participants.
C'est ça, exactement. On juge tout d'abord la voiture, la carrosserie, mais exactement, on va aussi juger l'équipage avec la tenue en lien avec le véhicule d'époque. Ouais. Et dès qu'on parle d'élégance, on pense immédiatement à François Alain, et il fait partie du jury, il est avec vous, c'est ça? Mais pourquoi lui il est invité et pas nous? Sérieux? Parce que François Alain du coup est partenaire historique du Merry Club Cassis depuis quelques années, et effectivement il est aussi partenaire et parrain un petit peu de l'événement Autocassis. Ouais. Je suis très jalouse, vous lui dites de ma part. Ça marche, c'est passé le message. Bon, et alors donc aujourd'hui on a compris le concours d'élégance, mais c'est pas tout, demain en plus on peut essayer les voitures chez vous. C'est ça, exactement. Ouais, tout à fait. Ouais. Nous, on expose en fait des véhicules aussi sur place, donc sur le port de Cassis. Et donc les visiteurs pourront venir nous poser des questions et tester en fait les véhicules grandeur nature sur route. D'accord. Il y a, je vois, alors la Eden, c'est on l'a vu en image pour ceux qui ont la chance de nous suivre sur Facebook. C'est la Méhari électrique. Et alors, moi, c'est des versions. Je trouve le nom vachement sympa. Les versions sorbet. Ah. Alors elles fondent au soleil, c'est ça? Elles fondent pas au soleil. Non, j'espère pas. Elles ont été faites par un célèbre designer, Tristan Ware, qui a travaillé principalement avec des hôtels un petit peu de luxe, comme l'hôtel Carlton. Et donc du coup en fait il nous a travaillé, on a travaillé sur ce véhicule-là. Donc en gros c'est un véhicule bicolore. Donc la carrosserie à l'extérieur est d'une couleur, la carrosserie à l'intérieur est d'une autre couleur. Donc par exemple là cet après-midi si vous venez sur le salon, vous verrez l'Eden sorbet citron. Donc du coup l'intérieur est jaune. Ensuite nous avons donc de la tapisserie qui est un petit peu posée sur tout l'intérieur du véhicule, et on a notamment des sièges avant en corde tressée fait en Corse. Voilà, on a des petites options sur le véhicule avec un parasol, une bouée. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une bouée en lieu et place de la roue de secours à l'arrière. Exactement. Alors je vous déconseille d'aller dans la mer avec, mais effectivement, il y a un petit style. Non, mais c'est très très sympa. Franchement, moi, vraiment, j'adorerais être avec vous ce week-end. Hein. Bon, tant pis. Ça fait rêver. Non, on va l'organiser. Oui. On pourra demain essayer aussi la Burton. Et alors ça, donc je vous l'annonce, je vais l'essayer bientôt. La Burton, c'est on va dire la 2 chevaux de sport. En gros, c'est ça, quoi. C'est un roadster de place sur une base de 2 chevaux qui est homologué, ça y est, homologué en France maintenant. Ça, tout à fait, ouais. La Burton, en fait, c'était un véhicule, c'est un kit carrosserie qui était homologué en Hollande. Et du coup, on a réussi à l'homologuer en France. Donc, désormais, vous pouvez conduire effectivement une Burton avec une carte grise Burton en France. Et donc, il y a 2 possibilités. Soit vous avez une base déjà de 2 chevaux et on va vous la transformer en enlevant en fait la caisse de la 2 chevaux et en posant ce kit carrosserie sur votre base de 2 chevaux. Soit vous pouvez acheter directement une Burton toute faite de nos ateliers personnalisés. D'accord. Bon, vous avez aussi une estafette, alors rien à voir, qui servira à transporter. Non, mais j'adore, c'est être plongé dans un univers comme ça, changer d'époque en fait, parce que c'est ça. Permettez aux gens de changer d'époque. Tout à fait, c'est ça. On permet aux gens de changer d'époque et surtout de découvrir des véhicules vraiment qu'on n'a pas l'habitude de voir. Parce que là, sur l'événement, on aura quand même la DS Ballon, donc qui est exposée à Rétromobile. Ouais. Voilà, exactement, parce que c'est les 70 ans de la DS. Donc il y aura un petit clin d'œil aussi pour ça. Et François Alain vient également avec sa DS, car il a fait le Tour Auto 2025 avec. D'accord. Voilà, donc il y a quand même des véhicules d'exception. Et puis alors, last but not least, tout ça permettra de donner les fonds récoltés à des associations. Et là, il faut... Exactement. Chapeau. Alors du coup, effectivement, donc l'événement Autocassis, il a été créé et organisé depuis 2016. Et donc du coup, depuis le début de l'événement, on a récolté un peu plus de 60 000 € pour des associations pour des enfants. Donc notamment Rêve de nuages et fauteuil ski. Donc on permet à des enfants en situation de handicap de réaliser des rêves et de pouvoir, par exemple, faire du ski, du char à voile, des sauts en parachute. D'accord. Vous allez en transporter aussi, c'est une prestation que... Tout à fait, ouais, bien sûr. On peut leur faire après des tours aussi également dans les véhicules vintage, tout à fait. C'est encore aujourd'hui et demain, il faut en profiter. Puis alors moi je vais faire un petit clin d'œil à notre ami qui est avec nous pour parler, Bertrand Brunat, directeur du marketing du Méhari de Chevaux Club de Cassis. Tout à l'heure on parlait des vins et je sais qu'un des partenaires, vous allez me dire Laurence, à consommer avec modération, c'est le domaine de l'île Saint-Pierre que j'ai eu la chance d'interviewer plusieurs fois pour le livre que j'ai écrit sur les vins de Provence. Et c'est un domaine qui fait d'abord
qui a une histoire incroyable. Il faut savoir que c'est sur une île, sur le Rhône, et qui est souvent inondée par le Rhône. Donc les vins ont quelque chose de particulier quand c'est pas inondé toute l'année non plus. Et c'est vraiment quelqu'un de bien aussi. Donc vous entourez de gens très très bien. En plus, il a de très bons vins, Pierre. Donc voilà. Exactement. On a la chance de pouvoir déguster ces vins pendant tout le week-end. Donc c'est très sympa. Et cet événement aussi, il a été possible et il est en cours de réalisation aussi, notamment grâce à la mairie de Cassis et l'office de tourisme de Cassis, qui du coup nous ont accueillis cette année sur le port de Cassis. Ils ont mis tout en place aussi avec nous. Donc, vous avez aussi Brad Pitt dans vos clients, donc ça fera une raison de plus pour Laurence d'aller là-bas. Voilà. Ah ouais, mais jamais sans mon Jean-Luc. Moi, je viens avec Jean-Luc. Non, mais depuis le temps. Qui viendra sur l'événement, mais voilà. Sérieusement, depuis le temps qu'on parle avec beaucoup de bonheur de vous, Cassis, c'est un endroit. C'est là que j'ai passé mes brevets de plongée, moi. Non, puis ils sont devenus constructeurs, quoi. Ils sont devenus constructeurs, c'est génial. On arrive. Buvez pas tout, Bertrand. Surtout vous confisquez les bouteilles à François Alain, on arrive. Et mes amitiés de ma part à Pierre de l'île Saint-Pierre. Ça sera fait. Prenez vos moyens de bain, il fait beau et il fait chaud. Voilà, merci beaucoup et puis bon week-end. On vous embrasse. Super, merci beaucoup. Au revoir. Allez, dans quelques instants, on va changer complètement de sujet. Connaissez-vous la nouvelle façon, depuis 2-3 ans maintenant, mais particulièrement en ce moment, d'écouter la radio avec le fameux DAB+. Pourquoi on vous en parle ? Parce que c'est arrivé dans nos autoradios et on va en parler en détail parce que vous allez pouvoir écouter votre Sud Radio quand vous voulez, où vous voulez. Grâce à ça, on développe tout ça dans quelques instants. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec Restom, fabricant français de produits haute performance pour restaurer vos véhicules anciens. Votre passion, notre savoir-faire. À découvrir sur restom.net. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Écoutez Sud Radio partout, que vous fassiez Lille, Marseille, que vous alliez de Lyon à La Rochelle, ce sera possible maintenant sans perdre le réseau grâce au fameux DAB+. On a voulu en parler dans cette émission puisque c'est un nouveau système pour écouter les voix. Alors c'est pas nouveau, Laurence. Dans nos voitures neuves, ça se développe bien, mais les Allemands ont déjà du DAB depuis relativement longtemps. Dans les voitures neuves, c'est obligatoire désormais. Depuis 2020, c'est obligatoire dans toutes les voitures neuves, si elles sont équipées d'une radio, évidemment. Donc, c'est récent, c'est plus pratique. Philippe Vivens, qui est directeur exécutif de Fiducial et donc aussi de Sud Radio, est avec nous. Bonjour. Bonjour, grand patron. Bonjour. Oh, monseigneur. Oui, voilà, parce que c'est lui qui a les cordons de la bourse. Alors forcément, on va le brosser dans le sens du poil. Il n'aime pas ça du tout. On parle vrai sur Sud Radio. Alors, Philippe, comment fonctionne le DAB+? Et après, on expliquera pourquoi ça a beaucoup d'importance pour Sud Radio. Alors, juste pour corriger ce qui a été dit, il est aujourd'hui obligatoire depuis le début de l'année 2021 d'embarquer dans les véhicules particuliers un système de réception DAB+. Véhicule neuf. Véhicule neuf. Ce qui signifie que normalement tous les véhicules sont équipés de DAB. La radio n'est plus une option si c'est le DAB+, dans les véhicules particuliers, donc les véhicules de tourisme. Ensuite, comment ça fonctionne ? C'est assez simple. C'est de la radio classique, c'est-à-dire hertzienne, qui est diffusée par des antennes qu'on voit parfois au sommet des montagnes ou des collines, selon où on se trouve. C'est tout à fait comme la FM, mais c'est numérique. C'est exactement ce qui s'est passé pour la télévision quand on a basculé la télévision classique sur la TNT. L'avantage de ce système numérique, c'est que c'est du numérique et que c'est pas de l'analogique, et qu'on a donc un niveau de qualité qui est nettement supérieur en audio, et qu'on a la possibilité d'avoir davantage de programmes distribués. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la bande FM permet à une quarantaine de radios d'exister sur une zone donnée. C'est le cas notamment dans toutes les grandes villes. Avec le DAB, on peut aller quasiment jusqu'à 130. Waouh. D'accord. Mais quand on explique aussi que l'on peut aller de la ville, par exemple, de Dunkerque ou Lille jusqu'à Marseille, Nice, etc. Il n'y a pas de rupture en plus. Il n'y a plus de rupture. C'est à cause de ça, c'est que toutes les antennes prennent le DAB maintenant et il y a comme un maillage. Ouais. Alors, c'est une question de maillage. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, la TNT, si on prend la télévision qui est achevée, c'est 1500 émetteurs sur le territoire. L'intérêt de ce système-là, c'est qu'évidemment, par rapport à la FM, il n'y a pas de brouillage entre les fréquences qui sont utilisées par un même opérateur, et que donc, on arrive mieux à couvrir le territoire. Et
On a commencé aujourd'hui la couverture des agglomérations. On poursuit, je parle pour Sud Radio, la couverture des routes et des autoroutes. Et à l'heure qu'il est, on couvre à peu près 65% de la population et 30% du territoire. D'accord. Donc, quelles sont les zones prioritaires qui vont être couvertes? Parce que le problème de Sud Radio aujourd'hui, on est bien d'accord, c'est que ça s'appelle Sud Radio. Donc les gens ont le sentiment que c'est une radio qui est diffusée que dans le Sud. On est d'accord qu'il y a des régions du Nord où on peut capter Sud Radio en DAB+. Alors aujourd'hui, le Nord est largement plus couvert en DAB+, pour Sud Radio, que le Sud, aussi parce qu'on a des fréquences FM dans le Sud. Donc si on prenait une diagonale qui va de Nancy à Bordeaux, au nord de cette diagonale, il y a à peu près 85% de la population qui peut recevoir Sud Radio en DAB+. C'est plutôt 50% en dessous, mais comme vous l'avez dit, c'est une technologie qui est ancienne, mais qui a réellement démarré en France il y a 3 ans. On progresse régulièrement et on ouvre aujourd'hui, on démarre un émetteur par semaine à peu près, ce qui fait qu'on va rapidement rattraper le retard, notamment dans le Sud, puisqu'on va très bientôt couvrir l'essentiel de la Nouvelle-Aquitaine. On va compléter l'ancienne région Midi-Pyrénées et l'ancienne région Languedoc-Roussillon. On va également couvrir avant la fin de l'année tout l'axe rhodanien, de Lyon jusqu'à Marseille. La côte est déjà couverte, mais on n'oublie pas non plus les zones qui sont moins densément peuplées, et on va poursuivre la Haute-Vienne, la Creuse, tout ça. 75, c'est ça. etc. Millot, juste une question, est-ce que c'est la même façon d'obtenir un DAB+, que les radios avaient d'obtenir une fréquence, donc de faire un appel à fréquence, quand il y avait une fréquence qui se libérait? Vous vous souvenez de tout ça? Aujourd'hui, les fréquences ne se libèrent pas, elles sont, puisque personne ne les occupe. En revanche, elles sont proposées par l'ARCOM, et l'ARCOM délivre des autorisations, soit au niveau local, soit au niveau régional, soit au niveau national. Aujourd'hui, les principales radios, dont Sud Radio, ont des autorisations qui couvrent l'ensemble du territoire. Donc c'est ensuite un rythme de déploiement qui est organisé de façon cohérente sur l'ensemble des territoires, avec on va dire une gestion de toutes les communes, de toutes les radios. Simplement, il faut rappeler techniquement, c'est aussi que le DAB, il faut aussi dire que le DAB est vertueux sur le plan écologique, puisque on multiplexe avec une seule fréquence, on transporte 13 programmes. D'accord. Donc il y a besoin d'un seul émetteur et d'une seule antenne pour diffuser 13 programmes, alors qu'aujourd'hui en FM c'est un émetteur, une antenne, un programme. C'est ça. Philippe Vives, vous savez qu'on parle vrai sur Sud Radio, ça vous a pas échappé. Les auditeurs ne le savent pas, ou pas beaucoup d'entre eux, s'ils ne s'intéressent pas à tout ça, mais en fait pour une radio, pour une station quelle qu'elle soit, avoir une fréquence à l'ancienne, il fallait payer. Et c'était des vrais budgets. Est-ce que ça demande autant de budget pour une radio d'être développée sur le DAB+? Alors, il faut payer sa diffusion. Les fréquences sont délivrées gratuitement. Oui, mais après vous payez votre émetteur, voilà. Mais après il faut payer son émetteur. Et oui. En DAB, oui, ça coûte bien moins cher, puisque je vous ai dit un émetteur. 13, une antenne, 13 programmes. Donc c'est un peu plus cher un émetteur DAB qu'un émetteur FM, mais on partage la facture à 13. Simplement, à la différence de la télévision, la scène. Pour la radio, c'était très compliqué. C'était impossible de basculer du jour au lendemain d'un système à un autre, puisque tout le monde n'était pas équipé, et que l'achat d'un adaptateur était impossible, puisque que ce soit les autoradios ou les radios à domicile n'ont pas de prise pour adapter la réception, pour permettre une adaptation de la réception numérique. Donc il y a un temps où pour toutes les radios, il y aura un effort à faire important pour cumuler les deux modes de diffusion avant progressivement de basculer sur le DAB+. De basculer sur le DAB+, notamment sur les émetteurs qui couvrent les axes routiers, qui très vite tous les véhicules seront équipés. En plus, 41,6% des Français écoutent la radio en voiture. Donc on va dire que la radio, c'est évidemment le média numéro 1 en voiture, parce qu'on ne s'imagine pas en train de regarder la télévision. Je crois que ça reste le média numéro 1 encore mondialement. Je crois que ça reste encore le média numéro 1 le plus écouté, regardé avec la télévision, les réseaux sociaux, etc. Bon, au niveau mondial, les derniers chiffres.
plus facile d'accès parce qu'il nécessite pas de connexion Internet. Il suffit d'avoir un récepteur pour recevoir la radio. On a une actualité récente qui a montré que la diffusion hertzienne de la radio est essentielle en cas d'urgence. Je parle de la coupure géante d'électricité en Espagne et au Portugal, et dans une petite partie de la France aussi. Heureusement que la radio hertzienne pouvait fonctionner, parce que sinon personne n'aurait pu avoir d'informations. Oui, bien sûr. Donc ça reste majeur, c'est gratuit, c'est anonyme, il n'y a pas de données. Oui, il n'y a pas d'abonnement comme vous avez un abonnement pour le téléphone. Et puis ça reste un média d'émotion et d'histoire. Juste pour là, conclure. vous nous avez parlé des prochains émetteurs, ça sera où pour ceux qui nous écoutent? Alors, ce qui arrive très bientôt, on va avoir la Mayenne qui va être couverte. Ah, chouette! Le département de la Mayenne. Ah, j'adore, Laval et compagnie. Laval, Mayenne, Château-Gontier. On va, je vous l'ai dit, compléter les zones de Bordeaux et Toulouse avec des émetteurs, évidemment, à Arcachon, à Marmande, autour de Libourne. On va en avoir à Montauban, à Agen, Carcassonne, Albi, Castres, Auch. On va compléter la zone de Nantes et de la Vendée pour mieux couvrir cette zone-là. On va densifier la diffusion autour de Lyon. On va également compléter un petit peu sur la Normandie, la région de Rouen et du Havre. Voilà, donc ce qui va nous faire à peu près d'ici la fin de l'année une trentaine d'émetteurs qui vont être initialisés. Super, et on continue bien sûr d'écouter Sud Radio sur les réseaux sociaux, on s'abonne à YouTube, à Facebook, partout, on est partout. Merci beaucoup Philippe Vives. Merci Philippe. Merci à vous. Directeur exécutif de Fiducial Média et donc de Sud Radio. Allez, tout de suite, on finit notre rendez-vous avec quelle auto choisir et nous allons accueillir Alexandre. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Et bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour à vous. Ça me fait plaisir de vous avoir au téléphone. Eh ben c'est pareil. Eh ben voilà, tiens. Merci beaucoup. De même, Alexandre, vous habitez où? Dans la plus belle ville du monde. À Toulouse. Annecy. Ah, c'est joli aussi. C'est vrai que Annecy, c'est chouette. Très très beau. Ah, là, le lac et tout. Oh là là. Il y avait quoi aussi comme autre grande belle ville? Strasbourg est belle. Oui, non, mais on va pas les faire toutes. Ah non, on n'a plus le temps, t'as raison. Alors, on vous écoute, Alexandre. Alors, moi, donc j'habite sur Annecy, je travaille sur Genève, je fais Annecy-Genève. En moyenne, je fais 55 km par jour. Et j'hésite fortement entre un Suzuki Acros ou un Toyota RAV4. Je sais que c'est le même. C'est la même voiture, entre guillemets. Oui. Voilà. Il y a juste le GPS, je crois, qui change entre les deux. Ouais, il change pour la simple et bonne raison, c'est que le Suzuki n'en a pas. Alors comme ça, oui, évidemment, il change. Mais en même temps, tiens, on parle vrai sur Sud Radio, il est tellement mauvais le GPS Toyota que quelque part, c'est mieux de prendre le Suzuki qu'on n'a pas parce que vous ne payez pas pour rien. Puis aujourd'hui, on a tous, j'imagine que vous avez un smartphone avec de la navigation dessus. Donc bon, tout à fait, exactement. Et je fais 20 km d'autoroute et environ 25 km de nationale et 10 km de ville. Et parfois, le retour, je le fais tout en autoroute. Et j'ai une maison individuelle, donc je peux recharger. Et pendant mes jours de congé aussi, je fais entre 30 et 40 km avec les allers-retours pour aller emmener les enfants à l'école. Ah ouais, vous faites 100 km par jour de moyenne pour aller bosser, emmener les enfants et tout. Ouais. Alors, vous trouverez plus facilement un RAV4 qu'un Suzuki qui a été moins vendu, mais l'un ou l'autre, vu que c'est le même. Franchement, pour l'usage que vous en avez, c'est juste le bon choix. Et c'est quoi le budget? Alors, vous voulez l'acheter d'occasion, hein? Ouais, d'occasion, parce que j'ai vu qu'effectivement, pour le Suzuki, c'est entre 29 000 et 33 000, et pour un RAV4, c'est entre 33 000 et 36 000. Mais je me demandais s'il y avait une alternative entre ces modèles par rapport à ce comme trajet. Alors, dans le budget que vous avez, Nine. Alors, parce qu'en plus, vous habitez en montagne. Donc, il est important d'avoir 4 roues motrices pour l'hiver. Voilà, et là c'est le cas. Donc les alternatives en hybride rechargeable 4 roues motrices avec une grosse batterie, parce que c'est ça qui nous intéresse dans notre cas. On a quand même une batterie qui fait 18,1 kWh de capacité. Ça permet de faire... Alors, tout dépend évidemment du trajet et de l'âge du véhicule, mais on va dire entre jusqu'à 100 km en ville, mais vous ne faites pas de ville, mais 70 à 80 km sur route. Donc vous allez faire, si vous rechargez tous les jours, alors vous pouvez rouler soit en électrique pour une partie du trajet, soit directement en hybride. Et vous allez faire des économies substantielles de carburant, parce que même en plus cette voiture, en dehors
du fonctionnement électrique a une consommation qui est très mesurée. Moi, quand j'ai fait l'essai, j'ai été à 6,6 litres au 100. Laquelle des deux ? C'est pas beaucoup. C'est la même voiture, le même moteur, tout pareil. C'est exactement la même voiture. Une qui est vendue par Suzuki avec des badges Suzuki, avec un équipement qui est un petit peu différent, un peu moins haut de gamme, mais bon, il n'y a pas grande différence. Vous avez compris qu'il n'y avait pas le GPS. Et puis l'autre qui est vendu par Toyota. Mais franchement, c'est vraiment, ouais, non, mais en plus, c'est vraiment un bon choix. Vous aviez parlé des petits problèmes de batterie apparemment sur les Toyota. Est-ce que sur l'hybride rechargeable, ce sera le même problème ? Ils ont tous cette maladie-là. Ça veut dire qu'il faut, si vous ne servez pas de la voiture pendant longtemps, il faut penser à mettre la batterie 12 volts en charge. Sinon, quand vous allez monter dedans, c'est en panne. Et puis, alors ça vaut ce que ça vaut, mais Suzuki est très implanté. Vous allez dire que je suis une commerciale Suzuki. Bon, j'ai une vraie tendresse pour cette marque, mais elle est très implantée sur la région Rhône-Alpes et particulièrement en montagne. Donc garage Suzuki, spécialiste Suzuki. Ils ont beaucoup de voitures qui sont 4 roues motrices, c'est pour ça. Non, c'est vraiment un bon choix. Puis en plus, bon, il y a des bourrins. Si vous voulez doubler en côte, vous ne serez pas embêté. Hein. Par contre, la garantie de la batterie n'est pas la même chez Suzuki et chez Toyota. Alors que c'est la même. Bon, vous voyez, c'est comme quoi quand les gens du commerce décident de faire quelque chose. D'ailleurs, tiens. On a 8 ans. On a 10 ans chez Toyota. Ouais, et 8 chez Suzuki, c'est ça. Ah, d'accord. Ok, c'est ça la différence. Ouais, bon, il n'y a pas de... Après, vous voulez l'acheter à un particulier ou à une concession ? Je sais qu'il faut le mieux quand même, c'est un professionnel, parce qu'après, je vais pouvoir, je pense, étendre la garantie chez le professionnel, si je fais un petit crédit chez le professionnel. Voilà. Ce que vous propose Toyota, effectivement, c'est si vous respectez le carnet d'entretien, il vous prolonge la garantie totale sur le véhicule pendant 10 ans, pas que pour la batterie. Donc ça peut être intéressant. Alors, il y a sans doute une limite de kilométrage qui doit être 150 000, je pense peut-être... Oui, c'est pour ça, il faut voir aussi à combien vous la prenez. Mais ça vaut le coup d'étudier les deux. On vous embrasse. Mais c'est un très bon choix. Ouais. Bravo. Moi, j'aime bien les... Je voulais juste un petit message à ma femme, qui est très très fort. Voilà. Elle a passé une petite... quelque chose d'un peu difficile en ce moment, avec avec le cancer, donc c'est une maladie qui peut toucher tout le monde. Donc voilà, je l'aime très fort et je lui fais plein de gros bisous. On lui fait des gros bisous. Nous aussi, mais bon prenez rétablissement surtout. Et on lui renvoie notre tendresse et nos bonnes ondes. Gros bisous à Aurélia et à toutes les personnes qui sont touchées par cette saloperie de maladie. On vous embrasse très très fort, Alexandre. On vous embrasse tous d'ailleurs, tous très très fort. On vous aime tous. Et on se retrouve la semaine prochaine. En plus. Parce que nous aussi on aime bien ça. Allez, bon week-end sur Sud Radio.